Chers auditeurs, bonjour et bienvenue encore une fois sur Radio Kol Shalom. Nous avons ce soir la chance d'accueillir Stéphane Juffa, le fondateur et rédacteur en chef de la MENA, la Metula News Agency, une agence de presse importante, francophone, basée tout à fait au nord d'Israël. Et nous avons aussi à ce micro Viviane Attar. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, on a la chance d'avoir un conférencier exceptionnel qui nous fait le plaisir et l'honneur de nous proposer une conférence sur un thème tout à fait d'actualité. On va y revenir dans quelques instants, donc sur le thème de l'Iran. Et on va aborder, je pense, différents sujets avec vous, mais pas que de l'Iran, bien sûr. Alors tout d'abord, Stéphane Juffa, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être pour commencer, une petite présentation de la MENA. Je pense que la plupart des auditrices et auditeurs connaissent, mais qu'est-ce que la MENA? Qui y travaille? La MENA, c'est une agence de presse qui a été officiellement fondée en avril 2000, mais qui existait déjà sous forme d'ébauche depuis 2 ou 3 ans. Ce qu'elle a de très particulier, c'est qu'elle réunit des journalistes du Moyen-Orient qui ne sont pas tous israéliens. On a des membres seniors de la MENA qui sont au Liban. On a un bureau, c'est assez exceptionnel pour le dire. On a un bureau avec un chef de la MENA dans les territoires palestiniens administrés par Israël. C'est un journaliste assez connu qui est Sami El-Soudi. Et puis on a également d'autres journalistes en Jordanie, en Turquie, et en tout 25 personnes, et qui ont l'autre particularité d'être nés, d'avoir grandi, d'avoir étudié dans ces pays. Donc c'est pas des journalistes importés comme dans certaines agences occidentales qui regardent les événements avec des yeux d'étrangers, mais c'est vraiment des gens qui connaissent l'environnement dans lequel ils évoluent, et puis qui connaissent également les acteurs de ces pays, qui ont grandi avec eux. Certains sont leurs amis, et ça nous permet d'avoir face à un événement des analyses croisées et simultanées de points de vue non seulement des deux côtés des frontières, mais de tous les côtés, ce qui fait en sorte qu'on est très très souvent d'abord sur le factuel avant tout le monde. C'est par exemple la MENA qui avait annoncé le bombardement du réacteur nucléaire en Syrie, le bombardement de bases de missiles à l'Atakié également en Syrie, la plupart des raids effectués ou des opérations de sabotage en Iran, et ces choses on peut les réaliser dans le factuel grâce à nos personnels sur place. Et puis dans l'analyse, ce sont tous de très grands analystes, des gens qui sont capables de développer des idées, des gens qui n'ont de haine pour personne. Je crois que la seule critique dont on ne nous a jamais affublé, c'est celle d'être raciste ou islamophobe ou bien entendu antisémite, parce que nous ne détestons personne. La politicienne nous ennuie un peu, Viviane, si je peux me permettre. Ce qui nous intéresse, c'est de voir les grandes lignes stratégiques que suit le Moyen-Orient, et les modifications, d'être là, d'être les premiers, comme ça s'est passé encore la semaine dernière avec l'article de notre spécialiste en affaires stratégiques et en armement, Jean Tzadik, qui a prédit tout simplement la chute très probable du régime de Bachar al-Assad en Syrie. Donc voilà, très résumé la MENA. Donc nous existons officiellement depuis une quinzaine d'années. On a beaucoup de grosses coupes à notre actif, et puis on est totalement indépendant, c'est-à-dire qu'on n'a aucun sponsor. Nos sponsors, ce sont nos lecteurs. Nos lecteurs, on en a de deux sortes: les lecteurs privés, c'est-à-dire les gens qui, pour leur usage personnel, veulent recevoir les articles qui sont généralement fouillés et longs, parce que c'est des articles d'analyse, donc c'est pas du tout le genre de texte qui conviennent aux personnes qui veulent juste avoir qui veulent juste survoler l'information et qui cherchent des dépêches d'agence de 10 lignes. On a aussi beaucoup changé dans la manière dont l'approche journalistique se fait par rapport au problème proche-oriental. Donc il y a effectivement ce genre d'analyses qui ont modifié considérablement la vision du public, et qui permet donc ce mode de financement grâce aux médias qui sont nos clients, une quarantaine de médias,
et à plus d'une centaine de milliers de ses lecteurs privés la MENA de vivre, d'être indépendant et de dire absolument tout ce qu'elle se sent le besoin de dire. Et la MENA a également mis sur pied une chaîne de télévision, si mes souvenirs sont bons. Alors, ce n'est pas des souvenirs, c'est plutôt une vision d'avenir encore. Pour le moment, nous avons effectivement des studios de télévision, des professionnels, mais nous ne sommes pas encore opérationnels, nous n'avons même pas encore pris la décision officiellement de créer une chaîne de télévision. Ça devrait venir, la décision, très prochainement, cet été probablement. Et là, nous offrirons aux gens, aux lecteurs actuels, mais également aux médias et à tous ceux que ça intéresse, une chaîne pour gens éduqués. Voilà ce que nous cherchons. Une chaîne qui aille dans la profondeur des choses, des vrais débats, pas des débats qui durent 5 minutes, des débats dans lesquels les gens peuvent s'exprimer, peuvent avoir des idées différentes, mais qui sont capables de respecter l'autre, de respecter le temps de parole de l'autre, quelque chose d'un petit peu plus intellectuel et profond que ce qu'on peut trouver actuellement dans le paysage audiovisuel. Merci beaucoup Stéphane pour ce tour d'horizon. Nous attendons tous donc avec impatience la disponibilité de cette chaîne de télévision, parce que si les reportages sont de la même qualité que ce que vous avez dans la presse écrite, ce sera vraiment très très intéressant. Si tu veux, on va commencer maintenant notre tour d'horizon, et bien sûr, puisque nous sommes en France, commençons un peu par la situation ici même en France. Tu n'ignores pas bien sûr que de nombreux Juifs quittent la France. D'autre part, une évolution qui est en train de se passer, c'est la diminution de taille, le départ des Juifs des petites villes et des villes de taille moyenne qui vont se regrouper. Donc, ces mêmes Juifs vont se regrouper dans les très grandes villes. Beaucoup partent en Israël, bien entendu, d'autres partent en Australie, au Canada et, bien entendu, à Miami aussi. Alors, comment est-ce que tout ça est vu d'Israël? Est-ce qu'Israël est vraiment prêt et vraiment capable d'absorber une aliyah qui probablement va aller en s'accélérant dans les mois et dans les années qui viennent? Et comment est-ce que c'est vu d'une façon générale, la situation sécuritaire ici en France? Comment est-ce que les Israéliens l'aperçoivent? Alors bien entendu, nous sommes très inquiets. Je ne peux pas parler au nom d'Israël parce que je ne l'ai jamais fait et j'appartiens pas au gouvernement. Je peux parler en tant qu'observateur et analyste. Bien sûr qu'on est très très préoccupé. On est préoccupé de voir aujourd'hui que chaque bâtiment appartenant à une institution israélite en Europe, plus particulièrement encore en France, en Belgique et en Suisse, est protégé, est devenu une sorte de fortin. Et souvent, je fais la comparaison pour dire que Metula, qui se trouve à 400 mètres du drapeau iranien et du Hezbollah dans le village chiite de Kfar Kilé, est bien moins protégé que vos synagogues et vos écoles. Et combien de temps cela peut-il durer? Est-ce que les gens peuvent supporter toute leur vie de vivre dans ce climat, d'une part, de protection? Bientôt, on va devoir protéger les enfants sur le trajet de la maison à l'école, et on partage les craintes des parents qui déposent les enfants à l'école, et maintenant, on ne peut plus du tout être absolument certain qu'il ne se passera rien pendant la journée d'études. Et ça, c'est une situation qui est également très très difficile à gérer. Mais ce qui est plus grave, il ne faut pas inverser la relation de causalité, je le pense, c'est de savoir que tout cela est une conséquence et pas une cause. C'est une conséquence d'années, de décennies maintenant, d'un antisémitisme médiatique d'abord. À la MENA, on a été le premier à le dire, c'était encore dans les années 2000. On était les seuls à le dire, on était les seuls à dire attention, des affaires comme l'affaire Doura, elles ne se terminent pas à la fin de l'émission. Ça génère, à force de dire que les Israéliens, donc les Juifs, sont capables de tuer un enfant de sang-froid en lui tirant dessus pendant 45 minutes, en le choisissant comme cible parmi 200 adultes, un enfant absolument innocent. Et quand on est capable d'avoir une presse qui monte une affaire comme ça, parce que à part de nouveau en France et dans les deux autres pays que j'ai cités, encore dans certains pays arabes et pas tous, déjà l'Algérie a compris que c'était une mise en scène, mais dans la plupart des pays, on sait ce qui s'est passé lors de l'affaire Mohamed Dura. En France, on l'accepte toujours pas.
Et on a eu également des émissions comme Un œil sur la planète, qu'on ne peut pas oublier, où les journalistes disaient que les soldats israéliens tiraient quotidiennement dans l'intention de tuer les agriculteurs palestiniens de Gaza. Alors d'abord, on ne tire pas quotidiennement sur Gaza, ni même hebdomadairement, et on ne vise pas les agriculteurs de Gaza parce que ça ne nous rapporterait strictement rien. Et tous les soldats, tous les Israéliens, tous les gens qui connaissent un peu Israël savent pertinemment qu'on évite de tuer des gens quand on peut le faire. On a le taux le plus bas de victimes collatérales de toutes les guerres depuis une centaine d'années, et beaucoup d'observateurs militaires le disent. Donc il y a cette pression médiatique que les Juifs français observent chaque fois qu'ils regardent un journal télévisé. Les informations sont biaisées. On a une guerre du vocabulaire, une guerre sémantique. Les Israéliens, donc les Juifs, sont sempiternellement accusés d'être des gens d'extrême droite, des colons. On a inventé ce terme qui n'existe d'ailleurs qu'en français, en italien et en espagnol. En anglais, on n'utilise pas ce terme. En allemand, on n'utilise pas ce terme. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de colonie en Israël. Et il y a un certain nombre de règles pour qu'on définisse un territoire comme une colonie, notamment l'existence d'une métropole, l'existence d'une grande distance, voire d'océan entre la métropole et les colonies. On a l'exigence que les colons n'aient aucun rapport historique avec la terre sur laquelle ils habitent, que les colons s'installent dans les colonies par appât du gain pour faire suer le bourneau, comme on disait à l'époque algérienne. Eh bien, aucune de ces conditions sont remplies. Ce qui n'empêche pas nos confrères français, chaque fois qu'ils le peuvent, on dit en concours, il y avait des concours dans les années 60 et 70, où on demandait aux candidats de prononcer un mot le plus de fois possible. Et leur concours, ça reste de prononcer le mot colonie, le plus de fois colonie, colon, bébé colon. On a appelé ici en France un enfant, un nourrisson de 3 mois qui avait été exécuté par des terroristes en bébé colon. Voilà où on est arrivé. Et pour répondre à ta question, le poids de cette agression incessante qu'on retrouve bien entendu sur pratiquement tous les titres de presse qui reprennent pratiquement tous les dépêches falsifiées, les dépêches biaisées de l'AFP, eh bien, crée un sentiment d'insécurité. Ce sentiment d'insécurité, il va également, cette détestation d'Israël va également toucher les gens qui sont mal informés, les gens qui sont quelque peu impliqués dans ce débat, comme les populations musulmanes françaises, qui sont quand même nombreuses. On parle de 7 millions de musulmans, et moi je salue leur patience et leur intelligence, parce que il existe évidemment dans la marge quelques excités, quelques criminels aussi, des gens aussi qui partent en Syrie pour faire le coup de feu, mais dans leur grande majorité, je suis même étonné de cette sagesse. Parce que quand on entend les termes qui sont utilisés par rapport à Israël, les Israéliens et même les Juifs, parce que cette insulte, elle s'étend aujourd'hui aux Juifs avec des accusations qui sont incompréhensibles, qui sont incernables, comme l'accusation de communautarisme. Qu'est-ce que c'est que le communautarisme ? J'en parle dans ma conférence. Il y a comme un mur de la vérité. C'est-à-dire qu'on s'exprime sur cette chaîne de la radio juive de Grenoble, et là on n'est pas du tout en train de faire vivre une théorie du complot, on n'est pas en train de préparer une attaque contre des musulmans, on n'est pas en train de préparer une attaque contre le gouvernement français pour le faire tomber, comme on a entendu parler de Manuel Valls qui était trop proche de la communauté juive, parce en entendant dire qu'il était manipulé par les juifs, parce qu'il n'était pas systématiquement anti-israélien, parce que Manuel Valls a dit entre autres que l'antisionisme était une forme cachée de l'antisémitisme. Il l'a dit, il était clair, et ça c'est inadmissible pour l'ambiance qui nous est imposée par les médias, qui nous est imposée par les télévisions. Donc il y a une double pression. Il y a la pression du danger, qui est quotidienne maintenant. On est arrivé à une situation où aucun Israélite de France
peut aujourd'hui considérer que quand il va qu'à ses occupations professionnelles, ou quand il emmène sa progéniture à l'école, eh bien, il ne veut pas imaginer qu'il soit complètement en sécurité. Je donnerai un point de comparaison qui est plus grave encore. Ni ces gens que sont les Israélites de France, ni ces enfants qui vont à l'école ne jouissent du même degré de sécurité que l'ensemble des Français. Et le scandale commence par cette constatation. Alors ça, c'est le danger. Et puis le danger qui est nourri, c'est-à-dire qu'on pourrait s'attendre à voir des intellectuels s'élever et dire non, ce n'est pas possible, on ne peut pas admettre cet état de fait, il faut changer les choses, il faut changer de sémantique, il faut rééquilibrer le narratif du problème proche-oriental. Il faut cesser de condamner à tout venant Israël, surtout quand Israël reste quand même en des états les plus ouverts, les plus libres, les plus respectueux de l'humain sur la planète. Eh bien non, cette réaction, on a eu une fois, il n'y a pas longtemps, un article d'Ilan Tzadik qui cherchait un Zola en France. Et ce Zola, il n'existe pas. Il n'y a personne qui s'élève. Et la pression médiatique est telle. Aujourd'hui, une des questions d'examen quand on est jeune journaliste et qu'on veut se faire admettre dans un quotidien ou sur une chaîne de télévision, on leur demande de donner leur avis sur ce qui s'est passé dans l'affaire Mohamed Doura, dans la controverse de Netzarim. Et s'ils ont le malheur, non pas de dire que la MENA avait raison, mais s'ils ont le malheur de mettre en question la doxa officielle, et de dire peut-être que tout n'a pas été dit, il y a des questions qui se posent, eh bien ils ne sont pas pris, et ça il faut le dire. Donc double pression, danger quotidien et pression intellectuelle incessante contre les Juifs, et les Juifs aujourd'hui ne sont pas obligés de subir ces deux formes de pression. Voilà, alors justement, comme le disait également Jean-Pierre tout à l'heure, beaucoup de Juifs français quittent la France pour soit Israël, soit les États-Unis ou d'autres destinations, mais principalement Israël. Alors, est-ce que Israël est justement capable d'assimiler une alia française, européenne massive ? Alors, très clairement, c'est une des questions les plus faciles qui me sera posée probablement durant cette émission. Il y a 70 000 maisons ou propriétés appartenant à des Juifs français en Israël. Ça, c'est le chiffre officiel. C'est les gens qui, avec de l'argent officiel, de l'argent déclaré, ont acheté des maisons, des appartements en Israël. Ce qui répond déjà à un certain nombre d'autres questions. C'est-à-dire que s'ils se sentaient totalement en sécurité ici, eh bien, ils ne l'auraient pas fait. Et puis, on peut imaginer qu'il y a au moins le même nombre d'appartements qui ont été achetés par d'autres moyens sous diverses couvertures. Donc, on peut imaginer qu'à peu près la moitié des Juifs français possèdent déjà au moins un pied-à-terre en Israël. Maintenant, ça paraît en nombre élevé, 7 en nombre élevé, mais quand on se rappelle que dans les années 90, Israël, en l'espace de moins d'une décennie, a accueilli 1 200 000 nouveaux émigrants, principalement de l'ex-Union soviétique, et que on ne retrouve aucun de ces nouveaux émigrants dans la rue, dans des camps de réfugiés, mais au contraire à diriger des entreprises de haute technologie, à donner des cours dans les universités, à avoir rejoint. Il y a aujourd'hui, particulièrement dans la jeunesse de cette toute jeune immigration, c'est-à-dire qu'Israël est passé de 4,5 millions à près de 6 millions d'âmes en l'espace d'une décennie et a réussi à garantir sa place à chacun de ces immigrants qui n'avaient pas le sou, qui n'avaient pas les ressources, qui n'avaient pas la langue, qui n'avaient pas la flexibilité qu'a un Européen de l'Ouest aujourd'hui de s'adapter en Israël. Donc la réponse tout à fait clairement est oui, la population juive française peut s'adapter en Israël. Au-delà de cela, ça dépend de la personnalité, c'est-à-dire que c'est changer de pays, c'est changer de langue, c'est, dans une certaine mesure, changer de culture. Heureusement, la plupart des émigrants en provenance de France arrivent à s'habituer, à s'adapter, à apprendre l'hébreu, à trouver leur place dans la société israélienne, mais pas tous. Il y en a qui restent rigides, surtout dans les populations un petit peu plus âgées, des gens qui sont pas
capables de changer d'environnement, de changer d'horizon, de changer de langue, de s'intéresser à une culture et une tradition qu'ils ont goûté de loin, mais qui n'était pas forcément la leur pendant toute une vie. Et ça, il faut le dire aussi. Il faut aussi dire qu'on ne joue pas avec la vie des gens. Ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un qui est capable de gérer les pressions, ou qui fait le choix plutôt de gérer les pressions dont on a parlé ici en France, et qui, somme toute, a une vie qu'il juge agréable et surtout sûre en France, n'a pas forcément de raison d'émigrer en Israël. Celui qui veut vivre pleinement son identité sans être stigmatisé quotidiennement par les médias et par certains politiciens, eh bien fait le choix différent. Le choix dépend de la personne, souvent de la famille, et c'est pas à nous, en tout cas je me sens pas ce droit ou ce privilège de dire aux gens, et surtout pas sur une base idéologique ou nationaliste, où ils doivent vivre, mais simplement où ils peuvent vivre. Écoute, merci beaucoup pour ces quelques mots sur Israël, la communauté française et les challenges qui font face aujourd'hui à la communauté française. Si tu veux bien, on va traverser l'océan, on va parler un peu de ce qui se passe aux États-Unis, toujours en connexion bien sûr avec la communauté européenne. C'est-à-dire qu'on a assisté depuis quelques mois, peut-être un peu plus longtemps avec les États-Unis, à une poussée absolument incroyable de la part d'Obama à travers son fidèle John Kerry, à une pression absolument incroyable pour essayer d'amener la paix entre Israël et les Palestiniens, dans des termes dont j'imagine tu vas nous parler. Et on a l'impression que ces temps-ci, Obama semble avoir abandonné, semble avoir relâché la pression et mis en quelque sorte le problème israélo-palestinien au deuxième plan. Alors, est-ce que ce qu'on aperçoit aujourd'hui avec la communauté européenne, avec Mogherini, mais en particulier avec notre cher Laurent Fabius, est-ce que ce qu'on est en train de voir, c'est justement la France qui se décide à prendre le relais? Et franchement, vu de la France, ce qu'on a vu, c'est une pression carrément indécente de Fabius sur Israël. Alors, quelle est ton impression et comment est-ce que cela est perçu en Israël? Alors, la position du président Obama est, dès les premiers jours de son investiture d'ailleurs, d'œuvrer à la solution de ce qu'il considère comme le conflit le plus dérangeant de la planète. Il a essayé par divers moyens, y compris la pression sur les Israéliens, de faire avancer le processus de paix comme il le voit, comme c'est la résultante de son observation et de son analyse. Je ne pense pas, pour ma part, que Barack Obama ait abandonné du tout cette idée, et on le voit notamment à l'aune des tentatives de Kerry et d'autres pressions, des pressions militaires, des chantages. La situation a, je pense, jamais été moins bonne entre Israël et les États-Unis. Non, je pense qu'il y a un autre calcul qui est pas moins dérangeant, c'est le calcul du traité avec l'Iran, du traité sur les armes nucléaires. Et on est dans une vraie course-poursuite, c'est-à-dire que le Congrès a donné jusqu'au 30 juin, c'est-à-dire dans un mois à peu près, un peu plus d'un mois, à Barack Obama et à John Kerry pour arriver à un brouillon, pour déposer sur la table des deux chambres du Congrès un brouillon d'accord qui devra être accepté, qui devra être absolument endossé par ces deux chambres du Congrès. Et Barack Obama a compris que si, en parallèle, il exerçait une pression trop importante sur Israël, les deux chambres du Congrès dans lesquelles, autant chez les démocrates que chez les républicains, Benjamin Netanyahou jouit d'un appui plus grand qu'à la Knesset en Israël. Il a été ovationné, je crois, une 40aine de fois lors de son dernier discours. Donc Obama comprend bien que s'il veut que cet accord soit entériné, et c'est là où c'est sur cet accord qu'il joue sa place dans l'histoire des États-Unis, eh bien il doit mettre la pédale douce
en ce qui concerne les pressions, maintenant, jusqu'à la fin du mois de juin, jusqu'à la fin du mois de juillet, sur Israël. Ce à quoi on s'attend, non seulement à la MENA, mais chez les autres observateurs stratégiques et politiques en Israël, c'est au contraire que cette pression, elle va redoubler dès la session de l'ONU du mois de septembre, et que la France n'a pas la capacité, la France ne joue plus qu'un rôle accessoire dans la politique internationale, elle n'a pas la capacité de modifier une situation, que ce soit au Moyen-Orient ou ailleurs. En revanche, quand Laurent Fabius œuvre avec le président des États-Unis, quand Barack Obama, et on le sait très bien, a demandé à Laurent Fabius d'attendre avec sa proposition de résolution du Conseil de sécurité frappant Israël, d'attendre le mois de septembre, d'attendre que l'accord avec l'Iran soit passé, eh bien, on doit avoir encore plus peur, parce que la grosse crainte en Israël aujourd'hui, sur le plan diplomatique, c'est que la résolution passe au mois de septembre, et non seulement qu'elle passe, mais que les États-Unis, qui, avec un Obama qui aurait en poche l'accord signé, l'accord entériné avec l'Iran, qui n'aurait plus rien à perdre en n'ayant plus qu'une année à servir comme président des États-Unis, décide de ne pas opposer son veto à la proposition Fabius. Et là, on serait vraiment dans une situation très délicate, parce que un grand nombre de capitales, un grand nombre de pays européens ont reconnu l'État de Palestine. Le leader de ces pays, le plus influent tout de même, c'est la France, mais ce n'est pas seulement d'avoir reconnu l'État de Palestine qui est dérangeant. Ce qui est dérangeant, c'est les termes de cette reconnaissance. C'est-à-dire que d'abord, on reconnaît l'État de Palestine. Ensuite, on décerne 18 mois aux Israéliens et aux Palestiniens pour se mettre d'accord sur les frontières définitives entre l'État à naître et l'État israélien qui existe déjà. Et ensuite, ça c'est extraordinaire, on l'a entendu à l'Assemblée nationale française, ça nous a fait sursauter, nous, à Metula. Eh bien, c'est de dire que toute modification territoriale devra être acceptée non pas par les deux parties, mais par les Palestiniens. Ça, c'est du jamais vu encore. Et la nouveauté, et j'appellerais ça, moi, la situation diplomatique générale. Elle n'est pas seulement le fait de la France, elle est le fait de l'Union européenne, elle est le fait de la communauté internationale, et bien entendu, elle est soutenue par l'ensemble des pays arabo-musulmans et une immense majorité des pays du tiers-monde. Elle dit la chose suivante, elle veut un dictat contre Israël, elle veut qu'Israël se suicide d'une certaine manière, en acceptant d'abord, et on retombe sur la sémantique, en acceptant de reconnaître que la ligne de démarcation entre Israël et la Jordanie, qui a suivi la guerre des 6 jours en 1967, soit appelée frontière, alors qu'il s'agit juste d'une ligne d'armistice. Alors quand M. Fabius ou M. Obama demandent le retrait d'Israël aux frontières internationales de 1967, c'est vraiment du grand n'importe quoi. On veut obliger Israël d'abord à interrompre ses liaisons terrestres entre la plus grande ville, Tel Aviv, et la capitale Jérusalem, puisque l'autoroute passe par environ 5 km d'autorité palestinienne. Donc on ne pourrait plus aller de Tel Aviv à Jérusalem si on écoutait et si on répondait favorablement à la demande de M. Fabius, ce qui est quand même assez dérangeant. Et puis une autre chose, c'est que dans la région de Netanya, la largeur d'Israël serait de 13,9 km, c'est-à-dire que entre la ville de Kalkilia, en gros, et la mer, eh bien, il y aurait 14 km. Alors qu'il n'y a aucun régime qui soit aussi instable que celui de l'autorité palestinienne. Ces diplomates le savent bien, et l'année prochaine, dans 5 ans, dans 20 ans, mais au niveau de la géopolitique, c'est rien du tout, 20 ans. 50 ans, c'est rien du tout. On va chercher, au contraire, toujours des solutions qui garantissent une pérennité, une stabilité politique sur 50 ans au moins, sur 100 ans. Alors qu'ici,
c'est une invitation aux Palestiniens, c'est une invitation surtout aux plus extrémistes d'entre eux comme le Hamas, mais les groupuscules encore plus extrémistes ne manquent pas, en ayant Netanya en vue à 10 km de la frontière d'un État palestinien de ce type, eh bien, d'en finir militairement une fois ou l'autre avec Israël, en attendant peut-être patiemment que cette heure arrive. Donc, je parle de pression internationale. Je dis non, Obama n'a rien abandonné de sa volonté d'imposer une Pax Americana sur Israël et se fait aider par des deuxièmes couteaux que sont en l'occurrence Laurent Fabius. Alors, si maintenant on se penche du côté intérieur israélien, on a vu que Netanyahou a reformé récemment un nouveau gouvernement. Donc, qu'en est-il de cette situation avec cette nouvelle donne? Est-ce que les issues de la paix entre Israéliens et Palestiniens sont bloquées avec ce gouvernement au pouvoir, ou est-ce qu'au contraire, un pouvoir fort, le pouvoir de Netanyahou, peut amener plus facilement à la paix? Alors, Viviane, rien n'est jamais bloqué. Les choses sont simplement rendues plus faciles ou plus difficiles suivant la coalition qui se trouve au pouvoir dans un pays ou dans un autre. Ici, on n'a pas en Benjamin Netanyahou fort, on a une coalition qui est faible. Le Likoud de Benjamin Netanyahou a obtenu 30 sièges sur 120 députés à la Knesset, et il fait face à une fronde assez importante au sein même du Likoud. Et la coalition est peut-être une des moins soudées parmi les coalitions que j'ai vues en tant qu'Israélien dans les décennies passées. Alors justement, comment est-ce qu'il peut procéder? Alors, d'abord, il faut savoir ce vers quoi il veut procéder. C'est la première question à se poser. Et avec un Premier ministre qui change d'avis comme de chemise, si je peux me permettre, un jour, il est pour une solution à 2 États, le lendemain, il est contre, et le surlendemain, il est pour, et très, très souvent au gré des pressions internationales et surtout au gré des Américains, quand nous avons besoin d'obtenir, comme c'est le cas actuellement, un type précis d'armes pour notre défense, et bien on va du côté de Netanyahou proclamer qu'on a été mal compris et qu'on est toujours pour la solution des 2 États. Donc on n'a pas de Netanyahou fort. Et dans sa coalition, à mon avis, on va pas obtenir un gouvernement qui va durer plus de quelques mois, parce qu'il y a des gens qui détestent Benjamin Netanyahou, il suffit simplement d'un député qui change de camp, et la situation politique à la Knesset n'est pas une situation enviable. On a des clivages très extrêmes entre les partis et les personnes, et les deux blocs qui s'affrontent très fort avec tous les moyens possibles, permis et imaginables. Donc, en théorie, dans une situation comme celle-là, avec une coalition réduite en nombre, mais avec un grand nombre de composants à cette coalition, avec le risque permanent de voir le député critique changer de camp, eh bien, ce que j'envisage, c'est qu'on ne va pas avoir de décision exceptionnelle de révolution. On ne va pas avoir de la part de M. Netanyahou une initiative extraordinaire pour faire avancer les négociations avec les Palestiniens, parce qu'immédiatement, M. Bennett quitterait la coalition gouvernementale et on aurait de nouvelles élections qui ne seraient pas forcément favorables à Benjamin Netanyahou. Donc, petite majorité en Israël et ailleurs signifie peu de changements, peu d'initiatives, et malheureusement, on est au moment où on a besoin des initiatives les plus claires. On parle toujours en termes de savoir s'il faut une solution à un État, 2 États, quel sera l'avenir des relations entre Israël, les Arabes et les Palestiniens. Mais on oublie une chose, c'est que nous, les Israéliens, on ne participe pas à ce débat. Et ça nous dérange beaucoup. C'est-à-dire qu'on aurait voulu, et je pense que les travaillistes ont perdu beaucoup de sièges en ne soumettant pas un programme clair, en disant, voilà, nous envisageons Israël dans 10 ans avec des relations de ce type ou de ce type avec les Palestiniens, ouvrir un vrai débat politique qui nous manque depuis au moins 20 ans, où les gens puissent s'exprimer, où les gens puissent entendre leurs responsables politiques définir. On vit
c'est Benny Peled, l'ancien chef de l'armée de l'air, qui me le disait sans arrêt. On n'a pas un vrai gouvernement, on a un gouvernement de ghetto. En gouvernement de ghetto, Israël n'est pas en danger de mort, et plus en danger de mort aujourd'hui. Israël peut se permettre d'envisager les choses à 10 ans, 20 ans, 30 ans. Elle ne le fait pas. Toutes les décisions qui sont prises depuis une vingtaine d'années sont prises au jour le jour. Chaque fois qu'il y a de nouvelles élections, eh bien, les quelques projets qui réussissaient à engager une synergie intéressante, notamment dans le domaine de la santé, notamment dans le domaine social, notamment dans le développement du Negev et de la Galilée, qui sont des sujets qui, pour les Israéliens, sont très, très, très importants, eh bien, ces projets sont tombés à l'eau. Il y a un nouveau ministre qui arrive, qui a d'autres priorités assez souvent, et on ne peut pas avancer, et on n'avancera pas avec ce gouvernement, malheureusement. Chers amis, il nous reste environ une dizaine de minutes. Si tu veux bien, je voudrais te poser une question, peut-être une question encore plus dirigée vers l'intérieur de la société israélienne. Quand on va en touriste en Israël, évidemment, on est toujours fasciné. Israël, c'est le paradis sur terre, c'est une société merveilleuse, c'est un pays extraordinaire. Et c'est sûr que c'est un pays extraordinaire. Mais on l'a vu récemment avec l'épisode malheureux avec les Falachas. On le voit toujours à l'œuvre entre Séfarad et Ashkenaz. Il y a des divisions internes en Israël qui perdurent, qu'on aurait cru voir abolies ou certainement diminuées fortement au cours des années, mais qui ont l'air de perdurer. Ces divisions, encore une fois, entre Falacha et non-Falacha, entre Séfarad et Ashkenaz, et puis maintenant une autre peut-être qui est en train de sortir, c'est entre la société high-tech d'Herzliya et la société de Jérusalem. Est-ce que il y a vraiment une chance pour ce pays de surmonter toutes ces divisions et d'arriver à une société, peut-être pas homogène, mais une société harmonieuse, en tout cas dans un futur pas trop lointain? Comment tu vois ça? Je dirais qu'il n'y a aucune société qui ne connaît pas de tension. Et comment attendre d'Israël qu'il n'y ait pas de tension communautaire entre ces différents éléments, quand ici, à Grenoble, je me souviens, Viviane, tu avais couvert en partie avec Patricia les émeutes de, comment s'appelle ce quartier de la Villeneuve. De la Villeneuve. Je pense que les difficultés au niveau de l'intégration que connaît une ville qui existe depuis des siècles, comme Grenoble, sont beaucoup plus importantes que celles que connaît Israël. Alors tu as parlé des problèmes entre Séfarad et Ashkenaz. Alors celui-là, au moins, je peux dire qu'il est en train de s'estomper. On a en chef d'état-major de l'armée pour la première fois qui est marocain, qui est issu de cette immigration des pauvres. Et on a de plus en plus, si ce n'est dans le domaine de la politique, mais dans le domaine de la high-tech, qui est beaucoup plus important, et dans le domaine financier, je crois que dans une majorité de banques, on va avoir des présidents et des directeurs séfarades qui, à part cela, s'y connaissent en moyenne beaucoup mieux en finance que les éminences ashkénazes en Israël. C'est pas exactement les directions de carrière que prennent les Ashkénazes. Ils sont plus techniques, ils sont plus électroniques, etc. Et ils laissent la gestion de l'argent, je dirais, à 60-70% aux élites séfarades. Dans les autres problèmes, mais c'est évident, mais qui peut imaginer qu'il n'y ait pas de frottement entre des gens qui sont issus du Moyen-Âge en Éthiopie, qui savaient pour la plupart ni lire ni écrire, qui à 92% n'avaient aucune formation professionnelle. Et ces gens arrivent tout d'un coup, à raison de plusieurs centaines de milliers en Israël, et ils se retrouvent dans une société high-tech, avec un système de gouvernance qui est ultra-libéral, c'est-à-dire ultra-libéral, comme on le connaît aussi dans d'autres pays, c'est vive les forts, vive les riches, et tant pis pour ceux qui ne suivent pas.
Et aménager une exception pour une communauté ou une autre, c'est très très délicat. Alors, il y a beaucoup de manières d'analyser ces problèmes récents avec les Falachas, les Éthiopiens. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a une exploitation honteuse et systématique des problèmes d'Israël par la presse internationale et en particulier par la presse française. C'est-à-dire qu'on a eu 2 jours de bagarre, on n'a pas eu de morts, on n'a pas eu de blessés graves. On a eu des débordements policiers, on a eu d'autres débordements. C'est un problème. Je ne sais pas du tout de l'évacuer sous la moquette. C'est un problème important qui touche tous les Israéliens. C'est un problème qui implique le racisme. On découvre tout d'un coup qu'en Israël, eh bien, on a aussi des racistes. En Israël aussi, on a des gens qui n'aiment pas les Noirs ou qui n'aiment pas les Arabes. Et il est vrai qu'on est étonnés, on est les premiers surpris. Parce que l'élément raciste, pendant de très longues années, depuis la renaissance d'Israël, était pratiquement inconnu dans le pays. Et maintenant, on a des quartiers bourgeois. On n'a pas envie de voir ni des requérants d'asile qui proviennent du Soudan, ni des Éthiopiens. Et comme ça arrive malheureusement ici, et beaucoup plus, je veux rappeler aussi à nos auditeurs qu'en Israël, on n'utilise pas d'insultes comme melon, rebeu, etc. Dans un article, j'avais eu le malheur, pour ne pas répéter, c'était par pur souci rédactionnel, mais à la place de répéter arabe, dans un article tout à fait anodin, j'avais parlé des cousins. Et j'ai dû payer, j'ai été traîné devant la justice, et un juge m'a demandé, il m'a dit, écoutez, monsieur Juffa, est-ce que vous avez des cousins arabes? Je lui ai expliqué, non, en Israël. Et je lui ai dit, mais j'ai des cousins arabes, si je retourne à mon aïeul Abraham, eh bien, effectivement, j'ai des cousins arabes. Eh bien, le juge a dit, oui, mais des cousins directs. Si vous n'avez pas de cousins directs, c'est une insulte. Ces gens ont une tradition, ces gens ont un nom. Donc si vous voulez parler des Arabes, eh bien vous parlez des Arabes d'Israël, des Palestiniens d'Israël, etc., mais pas de cousins. Alors j'accepte vos excuses et j'accepte le fait que vous n'avez pas eu l'intention préméditée de dénigrer les Arabes d'Israël, mais vous paierez quand même une amende. J'ai dû payer une amende de plus de 1000 shekels pour cet écart de langage. Où on est par rapport entre cette décision de justice et ce qui se passe ici au quotidien, ce qui se passe en France au quotidien, le niveau du racisme, le niveau dans les populations, lors de manifestations, quelle est... je prends une statistique, il y a une enquête très sérieuse qui a été menée sur l'antisémitisme dans le monde il y a à peu près 6 mois. Et on trouve qu'ici, on a découvert qu'ici en France, 4 Français sur 10 affirmaient, sans se cacher du tout, qu'ils étaient antisémites. Et on n'a pas posé la question de savoir combien d'entre eux étaient anti-arabes, mais à mon avis, il y en a encore plus qui sont anti-arabes. Donc on vit dans un environnement très touché par le racisme. 4 Français sur 10 qui se déclarent antisémites, c'est pas une petite proportion. Et les émeutes qu'il y a eu en Israël par rapport à ces 2 jours d'émeutes sont ridicules par rapport aux problèmes intercommunautaires qui existent dans l'Hexagone. Maintenant, ce qui se passe, pour quand même répondre à la question, avec ces Éthiopiens, et ce qui est très intéressant aussi, c'est si ceux qui sont arrivés, si la génération qui est arrivée en Israël était quasi analphabète et n'avaient pas de profession, eh bien leurs enfants sont allés à l'école, leurs enfants dans une grande proportion, moindre évidemment que ceux qui sont issus de familles hyper intellectualisées où à la maison on lisait les livres d'histoire, on savait ce qui se passait dans le monde, on chérissait la culture. C'est ça Israël aussi, c'est le pays qui en proportion lit le plus de livres au monde et en publie le plus grand nombre proportionnellement. Donc on a une population qui arrive d'Éthiopie qui n'a pas lu beaucoup de livres et cette jeunesse qui est pleine d'énergie et plein de soif d'apprendre, eh bien tout d'un coup
elle découvre que la manière dont leur pays a traité leurs parents quand ils se sont installés en Israël avait des lacunes. C'est surtout ça qui génère chez eux un sentiment de révolte. C'est de ne pas avoir reçu les mêmes chances que les autres et de ne pas avoir, de la part de l'État, reçu, vu de décisions suffisamment claires, suffisamment fortes pour essayer de combler ces différences beaucoup plus rapidement que cela l'a été, puisque ces différences persistent à plusieurs niveaux et que ces différences, il faut le dire, comme le racisme en Israël et comme le racisme partout ailleurs, sont absolument scandaleuses et inacceptables. Très bien, encore plein d'autres questions sûrement qui nous viennent, mais malheureusement on est pris par le temps. Stéphane Juffa, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions, Jean-Pierre Braun et à moi-même, et à bientôt. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.